Tes parents sont ici avec une femme qui te ressemble exactement, a chuchoté frénétiquement mon ami dans le combiné, avec une panique absolue dans la voix. L'appel alarmant a brisé mon après-midi tranquille quelques mois seulement après qu'une collision de véhicule dévastatrice a coûté la vie à mon mari. Je m'appelle Amélie, une veuve de 30 ans qui a passé des années à gérer la logistique d'entreprise aux côtés de mon défunt mari, Sylvain, avant que sa mort soudaine ne me laisse naviguer seul dans le monde. J'ai immédiatement rejeté cette affirmation ridicule en expliquant que ma famille était actuellement en vacances à Hawaï. Mon ami a baissé encore plus la voix en confirmant que le groupe se tenait directement au guichet de la direction, présentant mes documents d'identité personnelle. Ils exigeaient un accès immédiat pour liquider le fonds en fiducie de 20 millions que Sylvain avait soigneusement établi pour ma protection future. Ma confusion initiale s'est évaporée lorsque j'ai réalisé que l'imposteur qui reflétait parfaitement mon apparence ne pouvait être que ma propre sœur jumelle. Le deuil paralysant que je portais depuis des mois a été instantanément remplacé par le calcul froid que j'avais affiné pendant mes années de négociation de contrats d'entreprise. J'ai demandé au directeur de rester complètement calme tout en mettant en place une transaction fantôme contrôlée qui piégerait leur signature numérique sans libérer de capital réel. Avant de vous révéler exactement ce que j'ai vu en arrivant à cette agence bancaire, abonnez-vous à la chaîne tout en me disant d'où vous écoutez, car je me demande constamment comment vous réagiriez si votre propre chair est sans comploter pour voler votre vie entière. J'ai mis fin à l'appel sans attendre une autre réponse. J'ai attrapé mes clés de voiture sur la table en acajou, puis je me suis précipité par la porte d'entrée en direction du centre-ville. La circulation était complètement à l'arrêt le long de l'avenue Broadway pendant l'heure de pointe de l'après-midi, me forçant à passer 20 minutes à naviguer dans les rues secondaires avant de garer mon véhicule dans la ruelle derrière l'agence de la première banque de Caroline. Véronique Dupont, la directrice principale de l'agence qui fermait toujours à double tour les tiroirs de son bureau avant de se lever, m'a fait entrer discrètement par l'entrée du personnel. Elle m'a guidé dans un couloir moquetté jusqu'à une salle d'observation faiblement éclairée, dotée d'un miroir sans donnant sur les guichets de service exécutif. Je me suis approché de la vitre pour observer la performance méticuleusement mise en scène qui se déroulait à seulement 15 pieds de là. Mireille était assise confortablement dans un fauteuil d'invité en cuir, portant mon trench coat beige préféré tout en projetant une confiance absolue au personnel de la banque. Gauthier et Janine, les parents qui nous avaient élevés toutes les deux dans cette même ville, l'entouraient de chaque côté comme des gardes du corps dévoués protégeant une veuve fragile. Mireille copiait ma posture exacte en croisant sa cheville gauche sur son genou droit tout en ajustant périodiquement le col du manteau emprunté. Elle tenait un stylo plume en platine en suspens juste au-dessus de l'épaisse pile de formulaires d'autorisation posés sur le bureau en acajou. Au lieu de faire irruption par la porte pour interrompre le retrait frauduleux, j'ai demandé à Véronique d'exécuter la transaction fantôme dont nous avions discuté précédemment. La directrice de l'agence a tapé plusieurs commandes rapides sur sa tablette sécurisée pour isoler les comptes principaux de la fiducie du grand livre public. Mireille a pressé le stylo contre le papier pour reproduire ma signature personnelle avec une précision exercée. L'écran du terminal faisant face au bureau de la direction a affiché un avis de confirmation vert vif, indiquant que le transfert semblait totalement réussi. Gauthier a expiré un lourd soupir de soulagement tandis que Janine tapotait l'épaule de Mireille avec une fierté maternelle authentique. Ils ont rassemblé leurs faux documents d'identité et se sont dirigés vers la sortie du hall, croyant qu'ils venaient d'assurer leur indépendance financière. Je suis rentré dans ma maison vide une heure plus tard pour attendre leur prochain mouvement inévitable. Mon téléphone portable s'est allumé sur la table basse en verre, affichant un appel entrant directement de Mireille. J'ai accepté la connexion tout en maintenant une respiration parfaitement régulière pour masquer toute adrénaline persistante. Elle m'a demandé comment je me sentais aujourd'hui en adoptant un ton dégoulinant d'une sollicitude fraternelle fabriquée. Cette question désinvolte était une sonde calculée, conçue pour déterminer si la banque m'avait contacté au sujet du retrait massif de capital. J'ai répondu que les médicaments prescrits me rendaient somnolente, ajoutant que j'avais passé tout l'après-midi à dormir à l'étage. Le ton de sa voix s'est immédiatement éclairci en entendant que j'étais resté complètement inconsciente du monde extérieur. Elle a suggéré de passer à la maison plus tard dans la soirée avec nos parents pour m'apporter des provisions fraîches. J'ai accepté sans hésitation avant de mettre fin à l'appel pour préparer l'environnement pour leur arrivée. Le son familier des pneus écrasant le gravier de l'allée m'a alerté de leur présence juste après le coucher du soleil. Gauthier a garé sa berline de luxe près des marches de l'entrée avant de récupérer plusieurs sacs cadeaux colorés du coffre. Janine est entrée la première dans le hall, les bras tendus pour m'attirer dans une étreinte serrée qui manquait de toute chaleur réelle. Ils ont ensuite décrit le temps tropical magnifique dont ils avaient soi-disant profité pendant leurs vacances à Hawaï au cours des 2 dernières semaines.
Mireille se tenait près de la porte, hochant la tête en accord avec leur récit de voyage fabriqué tout en évitant tout contact visuel direct avec moi. J'ai proposé de prendre le grand sac à main en cuir de ma mère pour le poser sur le porte-manteau en bois près de l'escalier. Un reçu de restaurant d'aéroport froissé est tombé de la poche latérale non zippée sur le parquet. Je me suis penché pour ramasser le bout de papier tout en remarquant l'étiquette de destination jaune vif encore attachée au poignet du sac. Les dates d'embarquement imprimées confirmaient que Gauthier et Janine avaient en fait pris le vol de retour d'Honolulu tôt ce matin-là. Mireille ne portait aucune étiquette de bagage car elle n'avait jamais quitté Nashville, choisissant plutôt de rester sur place pour coordonner l'usurpation d'identité financière. J'ai rendu le reçu à Janine sans changer d'expression ni reconnaître l'évidente divergence géographique. Janine a rapidement rangé le papier froissé tout en me guidant vers le canapé du salon. Elle s'est assise à côté de moi et a commencé à me caresser les cheveux avec un rythme doux qui semblait entièrement répété pour cette occasion spécifique. Elle s'est penchée plus près pour suggérer que rester isolée dans cette maison était mauvais pour mon état mental. Ma mère a insisté pour que je rejoigne la famille pour un dîner tranquille le dimanche chez Mireille afin de m'aider à changer d'air. J'ai hoché lentement la tête pour accepter l'invitation à dîner, afin de leur laisser croire que leur tromperie restait intacte. Le samedi matin, je me suis retrouvé assise juste en face de Clément Moreau dans son cabinet d'avocat du centre-ville, tout en glissant soigneusement un dispositif de microsurveillance magnétique dans la poche latérale de mon sac à main en cuir. Clément était un spécialiste de l'enquête privée et ancien avocat d'affaires qui avait bâti toute sa carrière en démantelant des schémas de fraude financière sophistiqués avec une précision absolue. Il a passé 20 minutes à tester la gamme de fréquences audio de l'émetteur pour s'assurer que chaque mot prononcé serait enregistré clairement sur son serveur crypté. Nous avons examiné les paramètres juridiques exacts requis pour annuler toute signature obtenue sous la contrainte avant que je ne quitte son immeuble pour me préparer à la performance à venir dans la résidence de ma sœur jumelle. L'atmosphère dans la salle à manger de Mireille le dimanche soir semblait suffocante, malgré le traiteur coûteux et la musique classique jouant doucement depuis les haut-parleurs du coin. Gauthier et Janine ont lancé leur campagne de manipulation psychologique avant même que nous ayons fini le premier plat, en tentant délibérément de déformer ma perception des événements récents. Ma mère s'est penchée sur la table en acajou poli pour me demander si je me souvenais de la longue conversation que nous étions censés avoir eue plus tôt ce matin-là concernant mes prochains rendez-vous médicaux. Je n'avais reçu aucun appel téléphonique de sa part ce matin-là, mais je comprenais parfaitement que contester son histoire fabriquée ruinerait le personnage impuissant qu'il s'attendait à voir. J'ai légèrement écarquillé les yeux tout en bégayant une vague excuse sur le fait de perdre la notion du temps ces derniers temps à cause des lourds médicaments de mon suivi de deuil. Gauthier a immédiatement profité de ma confusion feinte en exprimant bruyamment sa profonde inquiétude quant aux effets cognitifs persistants de la grave commotion cérébrale que j'avais subie lors de la tragique collision. Il a secoué la tête avec sympathie tout en rappelant à toutes les personnes présentes que les traumatismes crâniens causaient souvent une dégradation sévère de la mémoire et des capacités de prise de décision altérées avec le temps. Il a même fabriqué un autre exemple en affirmant que j'avais laissé ma porte d'entrée complètement déverrouillée la nuit précédente lorsqu'il était passé en voiture devant mon quartier pour vérifier le périmètre. Mireille a joué son rôle à la perfection en posant sa main sur la mienne tout en adoptant une expression faciale remplie d'une pitié exagérée qui me retournait l'estomac. La conversation a prévisiblement dérivé vers l'héritage massif lorsque Gauthier s'est baissé pour récupérer une épaisse mallette en cuir posée à côté de sa chaise. Il en a extrait une pile dense de documents juridiques et les a placés sur la table à côté de mon assiette avant d'expliquer que les institutions financières causaient des retards inattendus concernant le transfert de la succession. Mon père a affirmé que la banque exigeait une quantité excessive de vérifications supplémentaires car la gestion d'un tel portefeuille était tout simplement trop complexe pour une veuve en deuil. Il a présenté les documents comme un accord de tutelle temporaire conçu exclusivement pour lui permettre de contourner les obstacles bureaucratiques en mon nom. Gauthier a promis que leur accorder la tutelle légale sur mes biens soulagerait mon immense stress afin que je puisse me concentrer entièrement sur la guérison de mon traumatisme psychologique. Il a délibérément omis le fait que la signature du document lui accorderait le contrôle total de mes biens immobiliers ainsi que de chaque compte bancaire détenant les fonds de la fiducie. Ils avaient désespérément besoin de cette voie juridique alternative car la transaction fantôme contrôlée que j'avais établie vendredi avait réussi à geler leur première tentative de vol direct. J'ai regardé la ligne de signature sur la demande de tutelle tout en ordonnant à mes mains de trembler assez violemment pour faire cliqueter l'argenterie posée près de mon assiette. J'ai forcé ma respiration à devenir superficielle et erratique pour imiter parfaitement les symptômes physiques d'une femme subissant une grave crise de panique sous une pression écrasante. J'ai regardé Mireille avec des yeux remplis de larmes pour projeter l'image d'une sœur brisée suppliant des conseils, tandis qu'elle offrait un hochement de tête rassurant pour encourager ma conformité.
Janine a pris un lourd stylo en argent sur la table et m'a exhorté à simplement signer en bas de la page pour que la famille puisse enfin me protéger du monde extérieur cruel. J'ai balbutié de manière incohérente que je me sentais étourdi tout en reculant ma chaise de la table avec un mouvement maladroit qui semblait totalement accidentel aux observateurs. Ma main droite s'est tendue de manière instable sur la nappe comme si j'essayais désespérément de trouver une surface solide pour soutenir mon équilibre défaillant. J'ai tendu mon index juste assez pour frapper avec force la tige fine du verre de vin rouge plein positionné dangereusement près du bord de la table à manger. Mon poignet s'est incliné sur le côté pour projeter tout le volume du liquide rouge foncé directement sur le chemisier en soie coûteux que portait ma mère. La salle à manger a éclaté dans un chaos immédiat avant même que la fragile coupe en cristal ne heurte le parquet pour se briser en des dizaines de morceaux déchiquetés éparpillés sur le tapis. Janine a poussé un cri aigu tout en tamponnant frénétiquement la tache pourpre qui se propageait et ruinait ses vêtements de marque, sans se soucier du verre brisé à proximité. Gauthier a repoussé sa lourde chaise en bois avec assez de force pour rayer le parquet poli tout en exigeant bruyamment que quelqu'un apporte de l'eau gazeuse immédiatement. Mireille s'est précipitée vers la zone culinaire adjacente pour attraper une poignée de serviettes en papier tout en criant des instructions par-dessus la confusion grandissante qui résonnait dans la grande maison. J'ai utilisé la distraction précise que j'avais conçue en reculant de la table tout en balbutiant des excuses incohérentes sur mes mains maladroites qui n'avaient pas réussi à saisir le verre. J'ai pressé mes paumes contre mes joues pour projeter une terreur absolue concernant mes défaillances cognitives croissantes avant de m'excuser pour aller chercher des linges humides dans les toilettes du rez-de-chaussée. Au lieu de me diriger vers la salle de bain des invités au bout du couloir, j'ai silencieusement changé de cap vers la porte en acajou fermée menant au bureau privé de ma sœur jumelle. J'ai tourné la poignée en laiton sans faire de bruit avant de me glisser dans la pièce sombre et de refermer fermement la porte derrière moi. Le personnage de la veuve effrayée s'est évaporé instantanément alors que ma respiration ralentissait pour atteindre un rythme régulier, adapté à l'extraction d'informations vitales dans un environnement hostile sans éveiller le moindre soupçon. Je me suis approché du bureau en verre minimaliste positionné près de la fenêtre pour ouvrir le tiroir de rangement principal contenant ses dossiers de correspondance physique et ses documents professionnels sensibles. Le compartiment ne contenait aucune preuve de reçu de pot de vin maladroit ou de registres criminels évidents que des conspirateurs amateurs pourraient stupidement laisser derrière eux pour que les enquêteurs les découvrent facilement. J'ai trouvé exactement ce que je m'attendais à localiser en feuilletant soigneusement l'épaisse pile de chemises en manille remplie d'avis de saisie définitive ainsi que de lettres de recouvrement agressives. Les documents alarmants révélaient un effondrement financier catastrophique, avec de multiples relevés de prêts d'entreprises en souffrance totalisant des millions de dollars, portant la garantie personnelle de Mireille pour le remboursement. J'ai sorti mon téléphone portable de ma poche pour prendre des photographies haute résolution de chaque lettre de mise en demeure afin d'établir de manière définitive le mobile financier désespéré qui motivait son stratagème d'usurpation d'identité. Mes doigts ont accidentellement frôlé la souris optique sans fil posée à côté d'une pile de courriers non ouverts sur la surface lisse du verre pendant que j'organisais les documents. L'écran de l'ordinateur portable en veille a immédiatement illuminé le bureau sombre pour révéler un client de messagerie actif laissé ouvert pendant la préparation du dîner. Un brouillon de messages adressé directement à Gauthier occupait le centre de l'écran, contenant un document numérique très sensible en pièces jointes pour son examen final avant soumission. Je me suis penché plus près pour examiner la pièce jointe qui affichait une évaluation neurologique complète portant mon nom légal exact ainsi qu'une signature falsifiée appartenant à un psychiatre privé déshonoré. Le rapport médical frauduleux détaillait un déclin cognitif sévère suite à une collision de véhicules traumatisante afin de me déclarer légalement et de façon permanente incapable, sans nécessiter aucune observation clinique réelle ni test physique. Il prévoyait de soumettre cette preuve fabriquée au système judiciaire local pour justifier l'octroi à Gauthier du contrôle absolu sur l'ensemble de ma succession. J'ai de nouveau levé l'objectif de mon appareil photo pour photographier soigneusement l'écran illuminé, capturant les adresses électroniques ainsi que les horodatages numériques et les conclusions médicales fabriquées, conçues pour effacer mon indépendance. La collection de preuves numériques fournissait le levier exact requis pour démanteler leur demande de tutelle avant qu'ils ne puissent la présenter devant un juge lors d'une audience formelle. J'ai plongé la main dans la poche latérale de mon sac à main en cuir pour récupérer le dispositif de surveillance magnétique que Clément m'avait fourni plus tôt ce matin lors de notre consultation juridique stratégique. Je me suis accroupi sous la lourde chaise de bureau en cuir pour presser fermement le minuscule émetteur métallique contre la base en acier du cadre, où il restait complètement dissimulé à la vue de tous. J'ai lissé mes vêtements tout en vérifiant l'agencement du bureau pour m'assurer que chaque dossier reposait exactement là où je les avais découverts à l'origine afin d'éviter toute découverte accidentelle. J'ai tourné lentement la poignée en laiton pour sortir du bureau privé et retourner dans le couloir principal faiblement éclairé, tout en maintenant ma respiration calme.
J'ai refermé la solide porte en bois jusqu'à ce que le loquet en métal s'enclenche solidement dans le cadre, juste au moment où le son sec du talon de marque de Mireille frappait la première marche de l'escalier. À 9 h le lundi matin, Clément a tapé un mot de passe alphanumérique complexe sur le clavier de son ordinateur portable pour ouvrir le fichier audio crypté qui venait de se synchroniser parfaitement depuis le serveur cloud. Nous étions assis en silence l'un en face de l'autre dans son bureau tranquille du centre-ville, écoutant attentivement le logiciel de chronologie numérique capturer la conversation exacte que ma famille avait eue quelques instants après mon départ tactique de la salle à manger. La lecture audio a commencé avec le son distinct d'un verre lourd posé sur une surface en bois, suivi d'un soupir profondément frustré s'échappant des lèvres de mon père. Gauthier a immédiatement commencé à se plaindre amèrement des obstacles juridiques imprévus qui retardaient leur accès immédiat au compte massif de la succession principale. Il a marmonné agressivement sur la façon dont l'administrateur tenace de la fiducie refusait toujours d'autoriser les formulaires de décaissement final malgré leur pression quotidienne persistante à l'agence bancaire locale. Mireille a répondu à sa frustration croissante d'un ton complètement détaché, dépourvu de toute trace de la fausse empathie qu'elle projetait continuellement tant que j'étais dans la pièce. Elle lui a calmement demandé de cesser de s'inquiéter des retards bancaires temporaires, car la phase finale de leur stratégie alternative s'activerait sans faille dans les 48 heures. Ma sœur jumelle a déclaré avec confiance qu'une fois que le médecin choisi aurait soumis l'évaluation neurologique finalisée directement au juge du comté compétent le mercredi matin, l'institution financière n'aurait absolument aucune base légale pour refuser leur demande de tutelle. Janine s'est immédiatement jointe à la discussion stratégique pour confirmer sa contribution financière spécifique à la conspiration grandissante. Alors que le cliquetis des assiettes résonnait clairement en arrière-plan, ma mère a mentionné nonchalamment qu'elle avait déjà effectué le virement électronique couvrant les $50 000 d'honoraires de consultation requis par le professionnel de la santé. Aucun de mes parents perfides n'a explicitement utilisé de mots dangereux comme corruption, falsification ou fraude pendant toute leur discussion stratégique de 15 minutes concernant mon avenir désigné. Ils ont parlé entièrement dans le langage d'entreprise aseptisé de frais administratifs et d'évaluation médicale pour se protéger d'une éventuelle exposition juridique si quelqu'un entendait leur plan. Cependant, l'implication sinistre concernant leur effort coordonné pour effacer légalement mon indépendance pour leurs gains financiers personnels était complètement indéniable pour quiconque écoutait la lecture. Clément a mis l'enregistrement audio en pause en appuyant sur la barre d'espace de son clavier avant de tourner légèrement l'écran de son ordinateur dans ma direction, de l'autre côté du bureau en bois poli. Il a expliqué soigneusement que, bien que la conversation capturée prouvât leur intention malveillante au-delà de tout doute raisonnable, un enregistrement audio clandestin isolé satisfaisait rarement les normes de preuve rigoureuses requises par les enquêteurs financiers fédéraux. Il avait besoin de construire un récit juridique structurellement impénétrable pour les autorités en reliant systématiquement leurs aveux verbaux à la documentation physique de leurs crimes en cours. L'avocat expérimenté a commencé à assembler les divers éléments de notre contre-offensive en organisant les photographies haute résolution que j'avais obtenues à l'intérieur du bureau à domicile pendant le dîner. Il a directement lié les avis de saisie d'entreprise désespérée de Mireille à l'urgence soudaine qui poussait Gauthier à s'emparer du portefeuille massif de la fiducie avant la fin du trimestre fiscal en cours. La faillite imminente fournissait le mobile financier exact nécessaire pour expliquer pourquoi une famille soi-disant aimante tenterait soudainement de déclarer une veuve riche et en deuil mentalement incompétente. Clément a ensuite récupéré une clé USB sécurisée et cryptée, fournie directement par Véronique, contenant les images de surveillance horodatées capturant ma sœur jumelle assise au bureau de la direction de l'agence tout en tentant de liquider l'héritage. Il a combiné les preuves vidéo claires avec une copie numérique du bordereau de retrait frauduleux portant la signature méticuleusement copiée qu'elle avait exécutée le vendredi après-midi. La preuve visuelle indéniable de l'usurpation d'identité corroborait parfaitement le désespoir financier extrême exposé dans les lettres de recouvrement, ainsi que la conspiration médicale détaillée dans l'enregistrement audio. Le volume considérable de preuves convergentes a transformé leur manipulation psychologique arrogante en un crime fédéral méticuleusement documenté. Il a tracé la séquence chronologique précise démontrant comment le braquage de banque raté a instantanément déclenché le plan de secours impliquant le psychiatre local corrompu et la demande de tutelle. Clément a refermé le couvercle de l'ordinateur portable avec un clic physique définitif avant de rassembler les documents de preuve imprimés ainsi que les supports de stockage numérique éparpillés sur son espace de travail. Il a placé le portefeuille complet de preuves juridiques irréfutables soigneusement à l'intérieur de sa mallette en cuir usé pour entamer formellement le processus d'encerclement judiciaire contre mes parents sans leur donner aucune chance de s'échapper. Les couloirs du tribunal de la chancellerie du comté de Davison étaient nettement plus calmes que d'habitude aux premières heures du mardi après-midi. Clément s'est dirigé d'un pas décidé vers le guichet du greffier,
tenant une enveloppe en manille scellée contenant notre requête formelle en annulation de la demande de tutelle pour lancer notre contre-offensive juridique. Il a présenté l'épaisse pile de documents contenant une évaluation médicale indépendante complète que j'avais effectuée en toute confidentialité avec un neurologue réputé et certifié plus tôt ce matin-là. L'évaluation clinique authentique prouvait de manière définitive que mes fonctions cognitives restaient parfaitement intactes, tout en démantelant systématiquement les conclusions frauduleuses précédemment achetées par mes parents. Le greffier a tamponné le dépôt d'urgence pour s'assurer que le juge compétent reçoive la documentation directement dans son cabinet afin d'examiner les divergences flagrantes entre le rapport psychiatrique fabriqué soumis par ma famille et mes résultats cliniques vérifiables. Clément a simultanément dépêché un associé de confiance à travers la ville pour livrer le classeur de preuves secondaires directement au siège de l'unité des crimes financiers, situé près du centre municipal. Les enquêteurs financiers spécialisés ont reçu le dossier complet comprenant les images de surveillance de la banque ainsi que le bordereau de retrait falsifié, établissant la preuve indéniable de l'usurpation d'identité commise par ma sœur jumelle. Mon conseiller juridique s'est assuré que les autorités possédaient tous les éléments nécessaires pour obtenir des mandats d'arrêt pour crime immédiat avant même que Gauthier ou Janine ne réalisent que leur campagne de manipulation psychologique avait catastrophiquement échoué. Le piège juridique invisible était maintenant solidement refermé autour de toute leur conspiration, sans nécessité de confrontation prématurée qui pourrait leur permettre de détruire des dossiers financiers sensibles. La solitude tranquille de mon salon a été rompue plus tard dans la soirée lorsque mon appareil mobile a vibré sur la table basse en verre, affichant un appel entrant de Mireille. J'ai appuyé sur le bouton d'acceptation, m'attendant à une autre performance d'empathie fraternelle fabriquée, conçue pour surveiller ma prétendue détérioration psychologique avant leur victoire prévue au tribunal. La douceur artificielle que ma sœur jumelle avait précédemment utilisée comme arme lors du dîner du dimanche avait complètement disparu de sa voix pour révéler un courant sous-jacent de désespoir agressif. Mireille a parlé d'un ton sec et autoritaire, m'ordonnant de me rendre à son siège social dès demain matin pour résoudre un problème administratif urgent concernant l'héritage. Elle a faussement affirmé que l'administrateur principal de la fiducie exigeait ma signature physique en personne pour vérifier plusieurs portefeuilles d'actifs complexes avant que l'institution financière ne traite le transfert de la succession en cours. Sa demande soudaine abandonnait la prudente illusion d'une famille en deuil essayant simplement de protéger une veuve traumatisée, au profit d'une coercition directe pour accéder au capital. J'ai compris immédiatement que ma sœur orchestrait son piège final parce que les dirigeants de la banque refusaient de débloquer les fonds demandés en utilisant uniquement leur argument frauduleux de tutelle. Ils avaient l'intention de me coincer physiquement dans son immeuble de bureau privé, loin de tout témoin public, pour forcer ma signature sur des autorisations de transfert irrévocables sous une contrainte sévère. J'ai répondu d'un ton parfaitement docile, confirmant ma présence à son siège social demain matin pour finaliser les documents nécessaires, avant de déconnecter délibérément la connexion cellulaire sans attendre son au revoir. J'ai reposé l'appareil mobile sur la table avant de monter lentement à l'étage vers la chambre principale pour me préparer à la confrontation inévitable qui m'attendait au lever du soleil. J'ai ouvert les lourdes portes en bois de mon dressing pour examiner la vaste collection de vêtements suspendus le long des tringles illuminés qui couvraient tout le mur du fond. Mes mains ont écarté avec force les pulls gris sombres ainsi que les vêtements amples et ternes que Gauthier préférait spécifiquement que je porte pour renforcer visuellement ma prétendue fragilité mentale. J'ai délibérément ignoré les couleurs sourdes que j'avais précédemment utilisées pour projeter avec succès l'image d'une veuve brisée errant sans but dans le brouillard aveuglant d'un chagrin écrasant. J'ai atteint l'extrémité du placard pour en extraire un tailleur noir à la coupe impeccable que Sylvain complimentait constamment lorsque nous assistions ensemble à d'intenses négociations d'entreprise par le passé. Le vêtement structuré représentait le sens aigu des affaires que j'avais affinées au fil des années de gestion de logistique complexe aux côtés de mon défunt mari, avant que la tragique collision de véhicules ne modifie fondamentalement mon existence quotidienne. J'ai retiré soigneusement le tissu sombre du cintre en bois avant de poser méticuleusement le tailleur sur le pied du matelas pour me préparer au départ du matin. J'ai passé le reste de la soirée à revoir la séquence précise des événements prévus pour se dérouler dans la salle de conférence de Mireille, en attendant patiemment que l'aube se lève sur la ligne d'horizon de la ville. Le vaste complexe d'entreprises appartenant à Mireille, situé dans la banlieue de Nashville, présentait d'imposants panneaux de verre extérieur reflétant la lumière remarquablement froide du matin qui accueillait ce mercredi. J'ai noté comment l'environnement d'entreprises luxueux qu'elle louait avec des capitaux empruntés correspondait parfaitement à l'illusion superficielle de succès qu'elle tentait désespérément de maintenir, malgré une ruine financière complète. J'ai franchi les portes d'entrée automatiques coulissantes, vêtues du tailleur noir structuré, tout en portant un mince portefeuille en cuir contenant les contre-mesures juridiques finalisées que Clément avait obtenues la veille. J'ai contourné le bureau de réception vacant avant de me diriger directement vers la salle de conférence de la direction,
situé à l'extrémité du couloir administratif principal. Gauthier, Janine, ainsi que ma sœur jumelle, occupaient déjà les fauteuils en cuir de première qualité positionnés stratégiquement autour de la table centrale en acajou, en attendant mon arrivée prévue. La performance théâtrale soigneusement construite, dépeignant une famille profondément préoccupée tentant de protéger une veuve traumatisée, s'est évaporée à l'instant même où la lourde porte en bois s'est refermée solidement derrière mon dos. Ma mère a délibérément évité d'offrir l'une de ces étreintes physiques fabriquées, tandis que Mireille me regardait fixement, présentant une expression durcie complètement dépourvue de toute affection fraternelle résiduelle. Gauthier a contourné toutes les politesses matinales traditionnelles en faisant immédiatement glisser un document d'autorisation de transfert d'actifs dense et de plusieurs pages sur la surface polie, jusqu'à ce que la ligne de signature repose directement sous mes mains. Gauthier a sorti un stylo plume coûteux de la poche de sa veste, plaçant l'instrument d'écriture délibérément sur l'accord de transfert pour intensifier les tactiques d'intimidation silencieuse qu'il avait perfectionnées pendant des décennies. Il m'a rappelé que la banque gelait actuellement toutes les transactions en attente, faisant de cette autorisation particulière le seul et unique mécanisme capable de débloquer les fonds de l'héritage vers leur compte de gestion désigné. Il s'est penché en avant, posant lourdement ses deux coudes sur la table avant de déclarer avec confiance que leur demande de tutelle soumise allait très certainement recevoir l'approbation absolue du juge du comté compétent. Il a poursuivi son assaut verbal calculé en affirmant que leur avocat attitré leur avait assuré que la décision judiciaire à venir n'était qu'une simple formalité administrative, dépourvue de tout obstacle procédural réel nécessitant ma présence. Gauthier a baissé considérablement le ton de sa voix pour livrer son ultimatum psychologique final en révélant qu'une équipe d'évaluation de la santé mentale engagée par un contrat privé attendait patiemment dans la suite de bureaux secondaires adjacentes. Il a expliqué précisément comment ces professionnels de la santé engagés étaient tout à fait prêts à déclencher un internement psychiatrique involontaire, autorisant un transport immédiat en ambulance vers un établissement psychiatrique sécurisé si je refusais d'exécuter volontairement les documents de transfert financier sur le champ. J'ai maintenu un contact visuel parfait et ininterrompu avec mon père tout en laissant un sourire véritablement froid se dessiner sur mon visage pour la première fois depuis que la collision de véhicules dévastatrice avait fondamentalement modifié mon existence. J'ai lentement sorti mon téléphone portable de la poche de mon tailleur avant de poser délibérément le boîtier métallique au centre de la table de conférence pour m'assurer que les haut-parleurs internes leur faisaient face. Mon pouce a fermement appuyé sur l'icône de lecture numérique pour projeter l'enregistrement audio de surveillance d'une clarté cristalline, présentant leurs discussions stratégiques et insensibles concernant l'évaluation médicale fabriquée ainsi que les honoraires de consultation de 50 000 $. L'enregistrement non édité a continué à jouer bruyamment pour exposer Mireille se plaignant amèrement des dettes d'entreprise urgentes menaçant sa liberté, avant d'exiger que Gauthier finalise l'extraction des actifs avant le week-end. Gauthier a rapidement perdu les couleurs de son visage confiant alors que sa propre voix enregistrée résonnait fort contre les murs en verre du bureau, détaillant sa méthodologie précise pour prendre le contrôle du fonds en fiducie principal massif. Janine a couvert sa bouche avec ses deux mains tremblantes en écoutant sa propre voix enregistrée, confirmant nonchalamment le virement électronique illicite qu'elle avait exécuté pour rémunérer le psychiatre local corrompu. Mireille a agrippé les accoudoirs de sa chaise avec une force suffisante pour que ses jointures deviennent entièrement blanches, tout en réalisant la catastrophe que représentait le fait que j'avais secrètement orchestré ma propre opération de surveillance directement à l'intérieur de son espace de travail privé. Sa mâchoire s'est serrée tandis que ses yeux parcouraient frénétiquement la pièce, tentant de formuler un plan d'évasion d'urgence pour sauver les millions de dollars dont elle avait désespérément besoin pour éviter sa faillite imminente. J'ai simultanément extrait les documents juridiques officiellement tamponnés de mon portefeuille en cuir avant de laisser tomber l'avis définitif d'annulation de la demande de tutelle directement sur la ligne de signature de son accord de transfert frauduleux. Le mandat judiciaire irréfutable neutralisait complètement leur levier psychologique en validant légalement mon indépendance cognitive absolue, tout en exposant leur tromperie psychiatrique coordonnée directement aux plus hautes autorités judiciaires de l'État. Je suis resté complètement silencieuse en regardant leurs esprits désespérés lutter pour comprendre comment la veuve vulnérable et en deuil qu'ils avaient systématiquement ciblée avait réussi à construire un piège juridique inéluctable autour de toute leur conspiration. Mon silence stratégique les a forcés à rester assis, impuissants, dans l'atmosphère suffocante, tandis que la réalité indéniable de leur exposition criminelle démantelait lentement la confiance arrogante qu'ils avaient apportée dans le bâtiment. L'arrogance écrasante qui durcissait auparavant les expressions faciales des trois parents perfides s'est instantanément brisée en une terreur absolue et glaciale à l'instant même où la poignée en laiton de la porte de la salle de conférence a été tournée avec force depuis le couloir extérieur. Clément a franchi avec assurance le seuil de la salle de conférence de la direction tout en maintenant son attitude professionnelle calme, tandis que deux enquêteurs spécialisés dans les crimes financiers le suivaient de près,
accompagné de 4 policiers en uniforme. L'enquêteur principal a immédiatement levé une épaisse pile de documents judiciaires officiels tout en projetant sa voix autoritaire à travers la salle de conseil paralysée pour lire officiellement les mandats d'arrêt pour crimes multiples. Les accusations criminelles détaillées incluaient explicitement l'usurpation d'identité coordonnée, la fraude financière à grande échelle et la falsification délibérée de dossiers médicaux sensibles conçus spécifiquement pour manipuler le système judiciaire. La réalité écrasante de leur échec catastrophique a instantanément brisé la façade de famille unie qu'ils avaient soigneusement entretenue tout au long de leur conspiration criminelle contre mon indépendance. Janine s'est effondrée lourdement sur ses genoux sur la moquette de l'entreprise, tendant désespérément ses mains tremblantes vers mes jambes tout en sanglotant de manière incontrôlable à propos des liens indestructibles de l'amour maternel. Ma mère a supplié sans relâche ma pitié tout en fabriquant des excuses pathétiques sur la façon dont elle n'avait participé au stratagème psychiatrique frauduleux que parce que mon père l'avait pratiquement forcé à obéir. Gauthier a immédiatement démontré sa véritable nature lâche en pointant violemment son index directement vers ma sœur jumelle tout en déclinant bruyamment toute responsabilité personnelle pour la tromperie financière élaborée. Il a frénétiquement dit aux agents qu'il arrêtait que Mireille avait orchestré toute l'opération d'usurpation d'identité parce que ses entreprises étaient confrontées à une faillite imminente, tandis qu'il tentait simplement de protéger les actifs familiaux des créanciers extérieurs. Mireille a réagi à sa trahison immédiate en hurlant des insanités à notre père tout en agitant violemment ses bras contre les agents en uniforme qui tentaient de lui attacher de force les poignets derrière le dos. La salle de conseil professionnel a rapidement dégénéré en un spectacle chaotique mettant en scène 3 parents perfides se détruisant avidement les uns les autres dans une tentative désespérée d'éviter les peines de prison fédérales imminentes. J'ai regardé le spectacle pathétique qui se déroulait sur le sol coûteux sans ressentir la moindre once de chagrin ou de regret concernant la destruction imminente de leur vie confortable. Janine a tendu la main une fois de plus en plaidant bruyamment pour que je me souvienne des décennies que nous avions passées ensemble en tant que famille, avant que je ne fasse un pas délibéré en arrière pour m'éloigner complètement de son emprise physique. Je l'ai regardé droit dans ses yeux larmoyants avant de déclarer avec une clarté absolue et glaçante qu'ils avaient volontairement rompu notre lien biologique à l'instant même où ils avaient utilisé la mort tragique de mon mari comme une arme pour me creuser une tombe financière. J'ai informé Gauthier que son avidité obsessionnelle lui avait finalement coûté sa liberté, tout en rappelant à Mireille que son stratagème d'usurpation d'identité n'avait fait qu'accélérer son inévitable faillite d'entreprise. J'ai tourné le dos à la scène chaotique sans offrir d'autres explications ni accepter aucune de leurs excuses désespérées. J'ai marché d'un pas décidé le long du long couloir administratif tandis que les clics métalliques et lourds des menottes se refermant résonnaient fort derrière mes pas, signalant la fin absolue de ma dynamique familiale toxique. Plusieurs mois se sont écoulés avant que le système judiciaire ne conclue définitivement l'affaire criminelle tentaculaire en condamnant Gauthier, ainsi que Janine et Mireille. À de longues peines dans des établissements pénitentiaires fédéraux suite à leur plaidoyer de culpabilité rapide pour éviter des procès publics. L'administrateur principal désigné de la fiducie a officiellement sécurisé l'héritage massif que Sylvain avait soigneusement établi, tout en mettant en œuvre de nouveaux protocoles de sécurité rigoureux pour éliminer complètement toute possibilité d'interférence non autorisée à l'avenir. J'ai passé ces mois de transition tranquille à organiser méticuleusement la vente finale de ma vaste résidence de Nashville ainsi que d'autres biens physiques pour liquider formellement tous les liens restants manquant aux souvenirs corrompus de mon passé trahi. Je me suis assise dans un bureau de titre stérile pour signer les derniers documents de transfert immobilier tôt un jeudi matin, avant de charger mes bagages dans le coffre de mon véhicule pour commencer ma réinstallation géographique. J'ai inséré ma voiture sur l'autoroute en direction de l'Est, me dirigeant vers une communauté côtière tranquille près de l'océan Atlantique pour reconstruire entièrement mon existence selon mes propres termes, sans jamais jeter un regard dans le rétroviseur. La trahison dévastatrice perpétrée par ma propre chair et mon propre sang a fondamentalement remodelé ma compréhension de la cupidité humaine. Car la proximité par la naissance ne garantit jamais une loyauté véritable lorsque la richesse financière massive devient la principale motivation de l'interaction. La véritable survie exige le courage absolu de reconnaître lorsque les personnes prétendant vous protéger construisent en réalité une cage juridique sophistiquée, conçue exclusivement pour consommer vos ressources et éliminer votre autonomie personnelle. Parfois, l'acte le plus vital d'autopréservation exige de sectionner définitivement les tumeurs toxiques déguisées en membres de la famille avant que leur corruption grandissante ne puisse détruire l'avenir paisible que vous avez légitimement gagné par votre résilience.